Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro consacré au Pod Café de Caféine. Le Pod Café qui nous permet de pouvoir échanger avec des personnalités qui nous marquent au quotidien. Aujourd'hui, nous rencontrerons une voix qui nous marque depuis voici de belles années. Une voix qui parle de l'Afrique, une voix qui nous partage des récits de l'actualité et des médias, mesdames et messieurs. Je reçois pour vous Madame Dominique Chimbakala. Bonjour Dominique. Bonjour Marvin. Alors, j'aimerais te poser la question, s'il fallait prendre un café avec toi maintenant, tu le prendrais comment? Je ne bois pas de café, mais les rares fois où ça m'arrive, c'est un espresso. Un expresso. Voilà. Alors avec toi, on partagera un expresso, mais un expresso de tes expériences, de ta vie, mais aussi de beaux souvenirs, pourquoi pas, de ce que tu as comme passion aujourd'hui. Alors, moi, j'ai en tête une petite information que j'ai lue où on parle de Radio Nantes. Alors, on remonte le temps, hein. On est à Radio Nantes. Qu'est-ce qui se passe? Oui, radio à Nantes, Radio Fidélité, Radio exactement. Exactement. Radio Fidélité, c'est ma première expérience de journaliste. J'étais étudiante, j'étais dans ma dernière année d'études à Nantes, dans une école qui s'appelle Audencia Sciences Com, qui s'appelait Sciences Com à l'époque. Et nous avions ce qu'on appelait des micro-agences, c'est-à-dire des sortes de stages intégrés à l'école. Et moi, j'avais pris mes 2 micro-agences en journalisme. Et donc, je travaillais pour cette Radio Fidélité, qui était une radio catholique et qui était donc venue solliciter l'école pour avoir quelques stagiaires, si on peut dire ça comme ça. Et moi, j'avais trouvé ça très intéressant. Donc, pendant toute une année, j'avais fait de la radio. Et donc, je partais avec mon petit magnéto, faire des petits reportages, etc. Et puis, qui était diffusé à la radio. Donc, c'était vraiment ma première expérience journalistique, oui. Alors, est-ce que c'était tout simplement une aventure pour toi ou est-ce que tu t'es dit, je vais juste essayer et puis ce n'est qu'une passion comme telle, sans pour autant te rendre compte que demain, tu seras la dame que tu es devenue? Non, en fait, à cette époque-là, je ne me rendais pas du tout compte que j'allais devenir journaliste et que j'allais travailler avec ma voix. En fait, quand je suis allée dans cette école, je suis allée dans cette école pour travailler dans le management des médias, donc pas du tout pour devenir journaliste. Mais il se trouve que c'est un métier qui me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, bon, comme j'ai une micro-agence à faire, enfin on en avait 2 exactement, autant faire ce que je n'aurais plus l'occasion de faire par la suite et qui me plaît. Donc j'ai choisi le journalisme et donc je partais avec mon petit magnéto et j'allais faire mon travail de reporter radio. Et puis finalement, bon, alors j'ai pas fait de radio, j'ai fait de la télé, mais oui, c'est devenu mon métier. Je me rendais pas du tout compte à ce moment-là. C'était pas du tout ce que je prévoyais. Quelques années après, Dominique Chimbakala, tu deviens une voix qui porte, une voix qui parle du continent africain. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que ta voix était devenue une force, un pouvoir? Je saurais pas dire vraiment. Peut-être avec avec les retours des téléspectateurs. Bon, alors d'abord, quand j'ai commencé à travailler à France 2, on ne me voyait pas, mais on entendait ma voix. Et donc les gens, notamment au Congo, entendaient ma voix et commençaient à se poser des questions, se demandant mais qui est cette dame qui s'appelle Dominique Chimbakala? Est-ce que c'est une Congolaise? Ou pas? Est-ce que c'est une Blanche qui a épousé un Congolais et qui porte un nom congolais? Donc il y avait beaucoup de questions comme ça. Mais je dois dire que oui, c'est vraiment au moment où je suis devenue présentatrice du Journal Afrique sur TV5 Monde et où c'était pas simplement une voix dans l'actualité internationale, mais c'était vraiment une voix qui parlait de l'Afrique, où j'ai eu beaucoup plus de retours et où, en effet, j'ai pu prendre conscience de l'importance que ça représentait pour les gens, d'avoir une personne à qui ils puissent s'identifier et qui parlait de leur continent. Voilà. Et c'est quoi parler du continent, en fait, pour toi? Parler du continent, de l'Afrique, au quotidien, qu'est-ce que ça représente pour toi? Pour moi, c'est très simple. Je suis journaliste depuis 25 ans. Et comme je dis, présenter le Journal Afrique, c'était présenter le Journal Afrique de TV5 Monde, c'était vraiment ce qui correspondait
le mieux non seulement à ce que je sais faire, c'est-à-dire mes compétences de journaliste depuis 25 ans, mais à qui je suis. Parce que je parlais d'un continent que je connaissais, dans lequel j'ai vécu, où j'ai passé toute mon adolescence, que je connais depuis mon enfance, mais en parler au monde entier. Donc finalement faire ce pont entre le continent africain et le reste du monde. Donc oui, ça correspondait vraiment pas seulement à ce que je savais faire, mais à ce que j'étais, à ce que je suis. Et voilà, oui, ça m'a donné... alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut simplement dire apporter un regard sur le continent qui sera peut-être, sans doute même, très certainement, différent de celui d'un autre journaliste. Je dis souvent que ce qui distingue un journaliste d'un autre journaliste, même s'ils traitent du même sujet, ils ne le traiteront jamais de la même manière. Même façon. Jamais. Parce que ce qui fait la différence entre les deux, c'est le regard singulier que vous portez sur un événement, sur une société, sur un monde. Voilà. Et moi, j'ai un regard singulier, comme n'importe qui d'ailleurs, mais moi, mon regard singulier, c'est celui d'une enfant qui certes est née en France, mais qui a passé une bonne partie de son enfance à Brazzaville, parce que ma maman était hôtesse de l'air. Et donc, je partais au Congo chaque vacances. Constamment. Tout le temps. Donc, même étant née en France et ayant vécu en France jusqu'à l'âge de 10 ans, chaque vacances, je partais en vacances au Congo. Donc, j'ai jamais été coupée du Congo, véritablement. Et puis ensuite, à partir de l'âge de 10 ans, quand mes parents se sont réinstallés au Congo, j'y ai vécu jusqu'au bac. Donc, c'est cette expérience-là et c'est cette connaissance empirique, je dirais même charnelle, du Congo. Et au-delà du Congo, de plusieurs pays d'Afrique que j'avais envie aussi de mettre dans ma façon d'exercer mon métier de journaliste présentatrice, c'est-à-dire pas quelqu'un qui simplement parle d'un continent en ayant lu des articles dans la presse ou en ayant regardé des dépêches des agences, mais aussi en le connaissant. Voilà. En parlant du Congo, qu'est-ce qui pèse le plus lorsque tu te sens rattaché au Congo? Parce que c'est pas évident. On a derrière la famille qui se dit, tiens, Dominique, elle vient du Congo. Et puis, tu as tes concitoyens aussi qui sont fiers de toi. Peut-être que certains ne le sont pas, mais on ressent ce poids. Comment tu le vis, toi? Je pense plutôt très simplement. Je pense que... Alors moi, je suis journaliste et les gens me voient à la télévision. Donc effectivement, j'ai une certaine notoriété. Mais même quand on n'est pas journaliste et on occupe des fonctions, je ne sais pas, importantes, ou en tout cas avec une place dans la société, on peut aussi avoir ce poids. Donc... je pense que c'est pas spécifique à moi. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être qui peuvent porter un regard particulier mais moi je ne le vis pas comme un poids parce que je me lève pas tous les jours en fait en me disant qu'il y a des gens qui me regardent et oui, je m'en rends compte quand je sors et je m'en rends compte quand je rencontre les gens. Mais fondamentalement dans ma vie de tous les jours c'est pas l'essentiel n'est pas là. À quel moment est-ce que tu te rends compte que finalement tu es appelé aussi à donner ton point de vue? Parce que je sais que lorsqu'on est journaliste, on a une ligne éditoriale, mais quelquefois c'est jamais facile. Il faut arriver à discuter aussi, orienter. Parle-nous un peu des expériences que toi tu as vécues sur des sujets d'actualité assez chauds. Alors moi, dans l'exercice de mon métier, justement, je mettais un point d'honneur à ne jamais donner mon point de vue. Jamais. Justement pour ne pas influencer le téléspectateur. En revanche, je considère que mon métier, c'est de présenter les faits, bien sûr, mais de aussi présenter les différents points de vue, et même les points de vue contradictoires, pour que le téléspectateur, en les mettant en perspective, en donnant le contexte, etc., mais pour que chacun puisse se faire sa propre opinion. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental, qui est essentiel pour moi, parce que c'est aussi respecter la liberté de penser des uns et des autres.
Moi, je suis pas un gourou, je ne suis pas un maître à penser. D'ailleurs, je peux me tromper dans mes analyses aussi. Et donc, je n'ai pas à dire aux gens que penser. C'est pas du tout ça mon métier. En revanche, ce que je dois faire, c'est leur donner les faits, leur montrer les faits et leur montrer les différents points de vue. Ça, c'est très important. Donc non, je donne pas mon avis, je donnais jamais mon avis. Mais voilà, il y a quelque temps, j'ai cessé de présenter le Journal Afrique de TV5 Monde. On en parlera. J'ai cessé de présenter le Journal Afrique de TV5 Monde. Et donc, j'ai une parole beaucoup plus... Libérée. Plus libre. Non pas que j'étais contrainte, si vous voulez, mais ma fonction faisait que dans l'exercice de mon métier, et parce que j'occupais une place dans l'espace public, je me devais, c'est une discipline personnelle, je me devais de ne pas parasiter les téléspectateurs avec ce que moi je pouvais penser. Aujourd'hui, je redeviens une citoyenne. Vous voyez ce que je veux dire ? Une vraie citoyenne. Je redeviens une simple citoyenne, même si je continue d'exercer un petit peu mon métier en faisant de l'éducation aux médias, mais c'est faire un pas de côté par rapport à l'exercice du métier de journaliste comme je pouvais le faire avant, c'est-à-dire représenter un journal, faire du news ou faire du reportage. C'est quand même un peu différent. Donc c'est une autre façon d'occuper l'espace et de prendre la parole en public. Donc c'est pas que je me sens libérée parce que j'étais contrainte autrefois et que on m'interdisait de dire des choses que peut-être j'aurais eu envie de dire, c'est pas du tout ça. Mais c'est que par discipline professionnelle, je ne peux pas donner mon point de vue aux téléspectateurs, quoi. Voilà. En parlant de... Tout à l'heure, tu soulevais un point. En parlant des valeurs, la valeur de la femme que tu es, tes valeurs personnelles, est-ce que tu nous partages un peu tes propres valeurs, celles qui t'ont permis notamment de tenir, parce que la vie de journaliste, c'est aussi des liens qui ne sont pas si faciles, c'est un besoin d'influencer souvent ton travail, mais quelles sont tes propres valeurs déjà ? Ce qui est très important pour moi, c'est l'indépendance. Tu y tiens ? Énormément. Je ne serais pas journaliste si je n'étais pas indépendante d'esprit, si je n'étais pas un esprit libre. Un journaliste, c'est d'abord quelqu'un qui est curieux, parce que je suis depuis toujours, je crois. C'est quelqu'un qui est capable de penser par lui-même. Et parce qu'il est capable de penser par lui-même, qui est capable de porter un regard singulier sur le monde. Et donc, cette pensée autonome, cette indépendance d'esprit, oui, je crois que c'est une valeur, c'est absolument essentiel pour moi. Personne ne me fera jamais dire ce que je ne crois pas, ce que je ne pense pas. Je pense que tous les gens qui me connaissent le savent. Je peux éventuellement me taire, mais je ne peux pas dire le contraire de ce que je pense. Ça, c'est pas possible. J'en conviens. Chose qui n'est pas facile pour certains journalistes qui font un métier assez risquant sous d'autres cieux. Et c'est assez difficile d'avoir des nouvelles des collègues quelquefois qui ont payé le prix de leur vie. Comment est-ce que tu le vis, toi, au quotidien Bon, alors d'abord, moi, en tant que... Mon métier était celui de présentatrice que j'ai exercé pendant plus de 10 ans à TV5 Monde. Mais avant d'être présentatrice, j'ai été reporter. Je ne partais pas sur des terrains de guerre, même si parfois on a pu couvrir des moments où l'actualité était un petit peu chaude, des élections par exemple, ou des choses comme ça, mais c'est quand même autre chose que par exemple le métier de reporter de guerre, qui est un métier où effectivement on risque sa vie. Moi, j'ai plutôt travaillé dans du journalisme de société, et en tant que journaliste présentatrice, ensuite, on est quand même privilégié, les présentateurs. Et c'est pour ça que je rappelle toujours qu'il n'y a pas d'information s'il n'y a pas de reporter. S'il n'y a pas de reporter, il n'y a pas de présentateur qui va venir présenter
des actualités, des informations. Ça n'existe pas. Le premier maillon de l'information, c'est le reporter. Et donc, je crois qu'il faut avoir énormément de respect, et je le rappelle chaque fois que je peux, parce que souvent les gens oublient un peu ça en se disant que, bon, le journalisme, c'est d'abord être présentateur et d'abord être présentatrice, parce que c'est eux qu'on voit à la télévision. Non, en fait, eux, c'est le dernier maillon de la chaîne. Premier maillon de la chaîne, le maillon essentiel, c'est le reporter. Et c'est le reporter qui par moments risque sa vie. C'est le reporter qui peut être... Et même s'il ne risque pas sa vie parce qu'il est confronté, parce qu'il est dans un pays en guerre, c'est lui qui est confronté aux gens qui ne vont pas être contents, des informations qu'il va diffuser, qui ne vont pas être contents parce qu'il a fait une enquête sur des sujets délicats, parce qu'il pose des questions qui sont parfois gênantes, vous voyez. Donc c'est toujours le reporter qui est en première ligne. Donc quand on est présentateur, présentatrice, il faut quand même bien souvenir qu'on est privilégié dans l'exercice de notre métier, même si on est très exposé. Donc c'est aussi enfin, l'exposition, ça vous met aussi, voilà, c'est d'autres contraintes, c'est d'autres charges. Mais je voudrais aussi quand même rappeler les contraintes des reporters et rappeler que c'est eux qui sont en première ligne sur le terrain. L'exposition, en parlons. À quel moment est-ce que toi, tu te sens légitime? Ou à quel moment est-ce qu'il t'est arrivé souvent de douter de toi? Ou plus ou moins de te dire, ça va, je me sens légitime de faire ce boulot jusqu'au bout. Légitime de faire ce métier, oui. Oui, je me sens légitime de faire ce métier. Je peux avoir des doutes sur une information. Je peux avoir des doutes sur est-ce que j'ai bien présenté cette information ou pas. Est-ce que je suis allée assez loin dans l'interview. Est-ce que je suis allée assez loin dans la recherche de telle ou telle information. Parce que, bon, quand on est reporter ou quand on est présentateur, oui, on peut faire des mauvaises interviews. Oui, on peut faire des mauvais reportages. Donc oui, le doute, il est à ce niveau-là. Mais c'est pas un doute sur est-ce que je suis légitime en tant que journaliste. Non, je dois dire que je n'ai pas ce doute-là. Peut-être que j'ai pu l'avoir au début, parce que quand on commence, on se dit, bon, mais est-ce que je suis une bonne journaliste? Est-ce que je fais bien mon métier? Mais après 25 ans de métier, après avoir... quasiment tout fait en fait, parce que j'ai été deskeuse, c'est-à-dire que je faisais du commentaire sur image avec des images d'agence, et donc je réécrivais les reportages. J'ai été reporter, j'ai été correspondante, j'ai fait du news donc dans des journaux télévisés, j'ai fait des sujets plus longs, des formats plus longs dans des magazines, j'ai fait un petit peu d'enquête, j'ai fait du documentaire. Donc je pense quand même qu'après 25 ans de métier, après avoir fait tout ça, non, je ne me pose pas de question de légitimité. Mais ça, c'est parce que je n'ai pas été un jour postée sur un plateau de télévision en disant « bon, ben maintenant, tu vas présenter ». Non, j'ai appris mon métier. J'ai appris mon métier pendant plusieurs années. Et c'est parce que j'ai appris le métier de journaliste d'abord qu'ensuite, quand je suis devenue présentatrice, je n'étais pas simplement une présentatrice. J'étais une journaliste, toujours une journaliste, mais qui faisait de la présentation. Voilà. Est-ce qu'il existe vraiment des sujets que tu aurais tellement voulu évoquer tout au long de ces 25 ans? Ou est-ce que tu as évoqué tous les sujets? Sous un certain angle. Il y a toujours, d'abord, on n'a jamais fait le tour de l'actualité. On ne fera jamais le tour de l'actualité parce que chaque jour, il se passe des choses différentes. Donc, il y a des interviews que je n'ai pas faites et que peut-être j'aurais bien aimé faire. Par exemple, j'aurais adoré interviewer Tchala Moana, qui était ma vedette, qui était vraiment l'artiste que j'aimais, que j'ai pas pu interviewer puisqu'elle est voilà, j'ai jamais eu la chance de la recevoir sur le plateau puisqu'elle est décédée. Mais le jour où elle est décédée, j'ai beaucoup appuyé pour qu'on fasse faire un sujet sur Tchala Moana, parce qu'elle a une place au sein de la chanson sur le continent africain, mais aussi au sein de son pays qui est importante. Et puis c'est un personnage de femme qui est très intéressant. Voilà, donc je trouve que... et puis musicalement, il y a beaucoup de choses à dire sur l'œuvre artistique
de Tchalamouana. Mais vous voyez, il y a des interviews, par exemple, que je n'ai pas faites. Bon, là, je parle d'une artiste, mais il y a, par exemple, des politiques que j'aurais bien voulu recevoir, que je n'ai pas reçues. Il y a toujours plein de choses qu'on peut... C'est inépuisable, l'actualité. Mais en 7 ans de présentation du Journal Afrique sur TV5 Monde, on aborde quand même beaucoup de sujets. Autour d'un bon café, il y a toujours de beaux souvenirs. Durant ces 25 ans de carrière, quels sont les beaux souvenirs que toi, tu retiens? Partage-nous un peu une interview qui t'a vraiment marqué de ces belles expériences. Et aussi une interview qui n'était pas du tout au goût du jour, hein, qui notamment ne t'intéressait pas, et puis tu t'es dit... Finalement, c'est pas mal. Oui, j'aurais appris. Alors, j'ai interviewé beaucoup de célébrités, beaucoup de personnages connus, beaucoup d'hommes politiques, puissants, mais je dois dire que ce n'est pas nécessairement les interviews qui m'ont le plus, qui m'ont le plus fait bouger de l'intérieur. Parce que quand on fait une interview, soi-même, on apprend des choses au contact de l'autre. Et ce qui m'a le plus appris, alors j'en ai déjà parlé, mais par exemple, j'ai fait l'interview d'un jeune Sénégalais, Mohamed Tounkara, qui lui, son truc, c'est de faire des ascensions de haut sommet. Donc le Kilimandjaro, le mont Meru, le mont Blanc, l'Himalaya, voilà. Et puis ensuite, il plante le drapeau sénégalais. Et je trouve ça fabuleux, je trouve ça formidable parce qu'il travaille sans être soutenu, sans sponsor, mais il le fait parce que c'est un dépassement de soi. Et ça aussi, c'est une valeur qui est importante pour moi, parce qu'on ne réalise jamais rien de grand si on ne cherche pas d'abord à se dépasser. Souvent, je dis à mes enfants, c'est pas la peine de regarder ce que font les copains en classe, est-ce qu'ils ont eu une meilleure note, pas une meilleure note. Ce qui est important, c'est de savoir est-ce que toi, tu as fait mieux que la fois précédente. En fait, l'exemple que je donne aussi, c'est quand Usain Bolt court, il court dans son couloir. C'est-à-dire, il essaie de se dépasser lui-même. Il ne regarde pas à gauche et à droite pour savoir s'il peut... Oui, il regarde à gauche ou à droite pendant qu'il se prépare. Quand il regarde les courses des autres coureurs, parce que c'est important aussi de voir comment est-ce qu'ils courent, qu'est-ce qu'ils font de mieux, comment est-ce que je peux apprendre d'eux, etc. Ou alors il regarde à la fin quand il sait qu'il est déjà le premier, qu'il est arrivé sur la ligne d'arrivée pour voir, voir où sont les autres derrière. Bon, mais sinon en fait, je crois que dans la vie, c'est important de d'abord courir dans son couloir. Je crois qu'on n'est pas en concurrence avec les autres. Ça, c'est aussi quelque chose dans lequel je crois profondément. On n'est pas en concurrence avec quelqu'un. On est d'abord en concurrence avec soi-même, en fait. Les autres peuvent essayer de vous mettre en concurrence avec d'autres personnes, mais c'est d'abord avec vous-même. C'est d'abord vous. Vous devez d'abord essayer de vous dépasser vous-même et de cultiver votre singularité. Parce que si vous êtes très différent des autres, si vous cultivez votre singularité, on ne pourra pas vous comparer. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, l'iPhone, je vais vous dire, l'iPhone reste l'iPhone, mais quand l'iPhone a commencé, bon, voilà. Qui aurait su qu'on aurait... C'était l'iPhone, quoi. Ensuite, les autres sont venus et les autres essaient de concurrencer l'iPhone, mais sinon, bon, l'iPhone reste l'iPhone. Il y a une expression comme ça en Côte d'Ivoire qui dit... c'est le cube magique qui essaye qui fait beaucoup de bruit. Sinon, le sel lui-même, il est serein. Il se suffit. Il est serein, il se suffit. Tout à fait. Donc, il faut cultiver sa singularité. Voilà. Je crois que dans la vie, il faut cultiver sa singularité. Ta singularité est devenue un modèle pour des femmes, parce que je sais que c'est un sujet qui tient à cœur également. Si tu devais, toi... en général, on me pose la question de savoir si tu devais parler à une femme. Mais moi, je ne te poserai pas la question comme telle. Moi, j'aimerais plutôt que tu me partages, toi, ta vision de la femme aujourd'hui. Déjà, au regard de la femme que tu es, parce que tu es devenue une belle image, et qu'il y a des jeunes filles qui veulent te ressembler, qui veulent faire comme toi, qui veulent avoir le même parcours. Et tout à l'heure, tu nous parlais de singularité. Mais derrière, il y a un grand combat, il y a de l'investissement, mais il y a aussi des confrontations avec des réalités qui sont totalement différentes du continent africain ou ici. Alors, moi, je voudrais dire une chose qui est très importante pour moi,
c'est que j'ai été élevée par 2 parents qui, chacun à leur manière, étaient des gens très singuliers. J'ai été élevée par une maman indépendante, travailleuse et libre, qui a une capacité, qui a une pensée autonome. J'ai été élevée par un papa qui m'a beaucoup ouvert à la discussion, au dialogue, à l'argumentation, à la réflexion, au fait de ne jamais rien prendre pour acquis. Et en tant que fille, puisque je suis l'aînée de mes 2 parents, en tant que jeune fille, je n'ai jamais été assignée à quoi que ce soit. On ne m'a jamais dit, puisque tu es une fille, tu dois faire ceci ou tu dois faire cela, il faut absolument... non, en fait. Que ce soit mon père ou ma mère. Donc, je crois que ça m'a donné une très grande liberté d'emblée. Et je pense que c'est très important de rappeler ça et de dire ça parce que les parents ont un rôle essentiel à jouer. Et les papas, je dis souvent que les papas ont un rôle essentiel à jouer pour que leur fille ne se sente pas moins qu'un garçon. Voilà, qu'elles sentent et qu'elles sachent qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Et j'ai été élevée comme ça. Voilà. J'ai été élevée par 2 parents qui ne m'ont jamais limitée, qui ne m'ont jamais laissé entendre que parce que j'étais une fille, que je ne pouvais pas faire ceci ou cela, ou au contraire que je devais faire ceci ou cela. Donc ça a été ma chance. Je crois que ça a été aussi ça, ma chance et mon privilège. Et puis ensuite, le travail. Le travail. Je crois qu'en tant que femme, c'est pas... Alors, je parle d'indépendance et je sais, puisque j'ai souvent eu ces conversations avec beaucoup de personnes et notamment beaucoup d'hommes, que cette question-là est toujours, ouh là là, elle parle d'indépendance, qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne peut pas fonctionner avec des hommes? Non, en fait, c'est pas ça, être indépendant. Être indépendant, ça veut pas dire se couper des autres, mais ça veut dire... ne pas être dépendant des autres, ne pas être limité, ne pas être dépendant à tout prix de quelqu'un. C'est-à-dire au moins pour les choses essentielles et vitales. Dans la vie, on est toujours un peu dépendant des uns et des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Puisqu'on se soutient, on travaille ensemble, on collabore, notamment dans un couple, par exemple. Vous voyez, on se soutient l'un l'autre. Donc, mais votre vie se suffit à elle-même, vous voyez, même si vous... alors, je parle notamment pour les femmes, par exemple, qui ne sont pas en couple ou pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, parce que ça aussi, dans notre société, c'est pas toujours bien perçu. C'est un combat. C'est un combat. J'ai envie de dire à ces femmes-là qui se sentent moins qu'eux, qui se sentent diminuées parce que soit elles n'ont pas d'enfants ou parce qu'elles ne sont pas en couple. En fait, leur vie est valable en elle-même. Et notre vie vaut par ce qu'on fait, nous, de Déjà. Notre vie. Voilà, donc ce sont mes principes. C'est jamais évident, mais j'ai envie de dire, mais être une femme, par-dessus tout, jusqu'aujourd'hui, c'est aussi faire face à des contraintes. C'est pas évident. Parce Lesquelles contraintes ? Une femme, c'est... On a les enfants derrière, déjà. Parce que Et donc ? Non, je dirais pas que c'est impossible pour toi, mais dans ta carrière déjà de journaliste, il n'existe pas autant de femmes journalistes déjà. Et à cela, il faut joindre la vie privée et la vie de journaliste qui, quelquefois, n'est pas facile pour une femme. Est-ce que c'est plus compliqué de joindre la vie privée et la vie publique quand on est journaliste que quand on est, je ne sais pas moi, dirigeante d'entreprise ou cadre dans une entreprise ou même employé dans une entreprise? Tu n'estimes pas que quelquefois, t'as une vie, t'es comme une vitrine quelquefois pour non, mais ça, c'est l'exposition. L'exposition, oui. C'est autre chose. C'est comment est-ce que je gère l'exposition. L'exposition, elle n'intervient que quand je suis à l'extérieur, quand je rencontre des gens avec qui je ne vis pas. Cela n'impacte pas ta vie? Non.
Ça n'impacte pas ta vie privée? Non, parce qu'une fois que je suis chez moi, dans mon foyer, tu ne parles pas? Non, mais c'est pas que je ne parle pas de mon travail. Bien sûr que je peux parler de mon travail, comme n'importe qui peut parler de son travail. Mais quand je suis dans mon foyer, quand je suis chez moi, je peux être une maman, je peux être une enfant, je peux être une sœur, je peux être une nièce, je peux être une compagne, Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ne suis pas d'abord la présentatrice du journal Afrique de TV5 Monde. Je suis d'abord un individu qui vit une vie comme n'importe quel individu. Et puis quand je sors de chez moi, oui, là, il y a une exposition, là, je suis journaliste, là, je présente le journal Afrique, très bien. Mais dans ma vie de tous les jours... Les équilibres sont... Est-ce qu'on retrouve son équilibre? Bon, dans ton cas... Écoutez, moi, oui. Hein. oui. Moi, j'ai pas de problème avec ça, je pense. Hein. Oui, je pense que... Mais parce que je crois que c'est parce que je sais qui je suis. Disons que je ne confonds pas mon image publique et mon image privée. L'image publique, c'est une chose, et qui je suis dans l'intimité, c'est autre chose. Et j'ai coutume de dire aux gens, ou plutôt j'avais coutume de dire aux gens quand je présentais ce journal, la personne que vous voyez entre 21h30 et 21h56 n'existe que sur ce plateau entre 21h30 et 21h56. Ça ne veut pas dire que j'ai mis un masque et que ce n'est pas moi, mais c'est une partie de moi seulement. Seulement une partie de moi que les gens connaissent. Absolument. Vous savez, les gens, parce qu'ils me voient à la télévision et qu'ils m'ont vu pendant des années dans leur salon, s'imaginent qu'ils me connaissent complètement. Mais non, on ne connaît jamais quelqu'un entièrement. Je suis sûre que vous ne connaissez même pas votre propre père ou votre mère ou votre compagne, votre mari, votre femme complètement. Personne ne peut connaître complètement un autre individu et encore moins quelqu'un qu'on voit à travers un écran. On peut deviner qui est la personne, mais on ne sait jamais vraiment qui est la personne. Dominique, dans quelques années, tu te vois vivre au Congo ou est-ce que tu te vois rester encore ici? Moi, je me vois... alors, j'avais répondu à cette question il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans ou 15 ans. On m'avait demandé, c'est quoi pour toi l'idée du bonheur? C'était dans une interview pour un journal papier. Et j'avais répondu, quelque part en Afrique, dans une grande maison, avec des arbres, un jardin potager et les gens que j'aime. Donc ça peut être au Congo, effectivement, parce que bon, c'est quand même chez moi en Afrique, mais je peux vivre aussi dans n'importe quel autre pays d'Afrique. Alors chez moi, ça sera... Évidemment, le Congo sera toujours chez moi. Ça sera toujours chez moi et j'ai envie de... Et très clairement, j'y passerai du temps. Ça, c'est une évidence. Je ne me pose même pas la question. Mais il n'y a pas que le Congo qui m'intéresse en Afrique. Le continent africain m'intéresse. Il y a beaucoup d'autres pays en Afrique qui m'intéressent. Donc oui, j'ai envie de... peut-être que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, je serai plus en France ou plus complètement en France ou que je serai à cheval sur le continent et sur le continent africain et sur l'Europe. Et peut-être que ça ne sera pas d'abord le Congo, ça peut aussi être un autre pays, vous voyez. Comment dire? Souvent, chez nous les Congolais, et d'ailleurs dans la plupart des diasporas, quand on vient en France, ensuite on se dit « Ah oui, mais il faut que je retourne au pays ». Donc sous-entendu son pays d'origine. Et si on a envie, pour des raisons X ou Y, à un moment donné, de quitter la France et d'aller ailleurs, on ne voit pas d'autre possibilité que de retourner dans son pays d'origine. Pourquoi? Non mais pourquoi? Pourquoi? La planète est vaste, le monde est vaste. Vous pouvez aller en Afrique, vous pouvez aller sur d'autres continents. L'Amérique latine existe, l'Amérique du Nord existe, l'Asie existe, l'Europe existe, l'Afrique, il y a 54 pays en Afrique. Bon, on a le choix en fait. Le rattachement. Bien sûr. On le sent naturellement. Mais bien sûr, mais c'est pas la France ou le Congo en fait. Ça peut être un autre pays que la France. Ça peut être la France et le Congo. On peut être chez soi en France et chez soi au Congo. On peut avoir un chez soi en France, un chez soi au Congo. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un chez soi au Congo et un chez soi, par exemple, au Vietnam, ou un chez soi, par exemple, en Colombie,
ou un chez-soi, par exemple, je ne sais pas moi, au Venezuela, en Pologne, en Allemagne. Comment dire, je suis pas convaincue par, je suis pas convaincue par le fait que ce soit qu'il faille nécessairement être au Congo, notre pays d'origine, ou alors en France, l'ancienne colonie. Il y a des milliers de pays, il y a des centaines de pays à découvrir, à visiter, et peut-être même dans lesquels s'installer. Donc moi, je ne me sens pas... oui, j'aurai toujours des attaches, et avec le Congo, et avec la France, c'est certain. La France, c'est le pays de mon enfance. Le Congo, c'est mon pays. C'est le pays de mes ancêtres. C'est le pays de mes parents, de mes grands-parents. Donc, évidemment que j'aurai toujours des attaches avec ces deux pays. Mais je me sens libre d'aller vivre n'importe où j'ai envie d'aller vivre. Quoi, voilà. Si je décide d'aller vivre, je ne sais pas moi, en Malaisie, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire. Et au final, tu vas décider, il y a quelques mois de cela, de quitter le plateau de TV5 Afrique, TV5 Monde, pour te lancer dans une nouvelle aventure. Qu'est-ce que tu nous réserves? Mais vous verrez. Vous verrez. Mais vous voyez déjà un petit peu parce que je suis très engagée pour l'éducation aux médias. Je crois que c'est un enjeu du 21e siècle. Et donc, c'est ce que je fais sur mes réseaux sociaux. Je fais des vidéos pour expliquer comment fonctionnent les médias et décrypter tout ça. C'était vraiment fondamental pour toi de... C'est essentiel. Pas seulement pour moi, mais je pense que c'est un enjeu public. Je crois que dans le monde qui est le nôtre, où l'information, plus encore qu'hier, est au cœur des luttes de pouvoir, au cœur des luttes géopolitiques, en particulier sur le continent africain, encore plus qu'hier, je crois que c'est important de se rendre compte que l'information est une arme. Et la désinformation aussi est une arme. C'est-à-dire qu'avec de la désinformation, aujourd'hui, vous n'avez même plus besoin d'acheter des armes pour détruire une société. Vous pouvez tout simplement pousser les gens à se battre les uns contre les autres, susciter des émotions diverses dans une société, colère, haine, peur, panique. Tout ça, vous pouvez le faire en fait. Vous pouvez le faire. Et les réseaux sociaux sont un véhicule. Un véhicule. Alors, les médias en général peuvent être un véhicule de toutes les émotions, bien sûr. Mais les réseaux sociaux, encore plus parce que c'est viral. Il y a une portée virale aux réseaux sociaux. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, des contenus qui sont diffusés sur TikTok ou même Twitter, c'est absolument viral. Et donc, avant même que vous sachiez, que la personne qui regarde ça sache si l'information est vraie ou pas, ça s'est répandu sur tout le continent. Et les fausses informations... En plus... Les fausses informations, pour ne parler que de cela, c'est une façon low cost c'est une façon low cost de détruire une société en réalité. Parce qu'avec des fausses informations, vous pouvez pousser les gens à haïr, à détester, à être en colère, à tuer parfois. Donc oui, c'est important de savoir comment est-ce que tout ça fonctionne et de ne pas être comment dire, de savoir ce qu'est une information, ce qui n'est pas une information, et de savoir appréhender en fait ce flot de nouvelles et d'informations qui nous arrivent et dont on ne sait pas toujours que faire. Donc je pense que c'est vraiment un enjeu d'utilité publique. Oui. La montée des réseaux sociaux n'est pas, entre autres, une forme de censure vis-à-vis des médias, des grands médias qui, quelquefois, n'ont pas pu rendre l'actualité comme telle, parce que la réalité est que dans certains pays ou sur le continent africain, la censure est très présente. Donc, ce qui veut dire que l'information, de fois, est aussi orientée, choisie et subjectivement acquise à la cause du pouvoir ou des pouvoirs en place. Et les citoyens aujourd'hui semblent s'approprier de l'information à leur manière. Il y a des informations qui arrivent le plus vite possible via les réseaux sociaux. Aussi vrai est-il qu'elles ne sont pas traitées.
Est-ce que toutes les nouvelles que vous voyez arriver sur les réseaux sociaux, est-ce que ce sont nécessairement des informations justes, vraies, avérées? Je ne pense pas. Donc, si vous voulez, le sujet, il est là, en fait. Il est dans le flot de ce qui nous arrive. Tout n'est pas forcément vrai. Moi, en tant que journaliste, ça m'importe peu de savoir sur quel écran les gens vont me regarder et vont m'écouter. Par quel canal, par quel média. Ils peuvent m'écouter à la radio, ils peuvent m'écouter à la télé, ils peuvent me lire dans un journal de presse écrite ou sur un site internet de presse écrite. Ils peuvent aussi m'écouter sur les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des médias, c'est-à-dire des canaux par lesquels on peut faire passer de l'information. Mais ce qui prime, ce qui est important, c'est de réussir à faire passer de l'information journalistique, c'est-à-dire des faits qui sont vérifiés. Quand ce n'est pas... Enfin, quelle est la différence entre une information, une fake news et une rumeur? Quand vous recevez des choses sur les réseaux sociaux, parfois ça peut être une vraie info, vérifiée, qui est juste, correcte, voilà, parce qu'il y a eu un travail qui a été fait derrière. Parfois ça peut être simplement une rumeur, mais qu'on va vous faire passer comme une information. Et parfois, ça peut être carrément une fake news. C'est quoi une fake news? C'est pas toujours une erreur, une fake news, parce que c'est un terme un peu générique. Fake news, fausse nouvelle, ça peut être une erreur simplement, ça peut arriver. Et quand on fait une erreur, eh ben, on rectifie. Mais ça peut être aussi une nouvelle qui a été fabriquée pour induire les gens en erreur. Et aujourd'hui, il y a des usines qui fabriquent ça. Donc, je crois que c'est d'utilité publique aussi que les gens sachent ça et que les gens sachent que c'est utilisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui les guerres hybrides. C'est-à-dire que les États, par exemple, se font la guerre. Alors ça peut être des États, mais ça peut être aussi des intérêts politiques. À travers les différents canaux. Des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts criminels aussi. Tout à fait. Utilisent les infos, les fausses infos, les rumeurs pour pouvoir mobiliser les masses. Influencer l'opinion. Voilà. Donc, oui, c'est pas juste pour moi que c'est important. Je crois que c'est absolument essentiel au XXIe siècle de se rendre bien compte de cela et d'avoir un regard averti par rapport à tout cela. Parce que sinon, on devient, comme je dis, les taxis gratuits des messages que d'autres veulent faire passer à travers nous. Et on devient les instruments d'intérêt qui nous dépassent. Et c'est le contraire de la liberté. Est-ce que cela annonce plus ou moins la ligne éditoriale de ton futur média? Ça annonce déjà la ligne éditoriale de ce que je fais actuellement. Ça annonce la ligne éditoriale de ce que je fais actuellement, c'est-à-dire lutter contre la désinformation, qui est je crois que c'est un combat qu'on doit tous relever, que moi, en tant que journaliste, j'essaie de relever aussi. Et puis, pour le reste... il y a 1000 choses à faire, vous savez. Il y a 1000 choses à faire. J'en ai sans doute pas fini avec le journalisme, certainement pas. J'ai fini avec la présentation du Journal Afrique, mais ça ne veut pas dire que j'ai terminé d'être journaliste. Donc j'ai plein de choses encore que je vais faire, mais je me laisse le temps d'y réfléchir. Lorsque tu n'es pas journaliste, tu es quoi? Lorsque je ne suis pas journaliste, je suis une femme, je suis une mère. Je suis une fille, une nièce, une petite fille, enfin voilà, je suis une citoyenne aussi. Et rien qu'avec ces rôles-là, il y a beaucoup de choses à faire. Et quelles sont tes passions? J'en ai plein. J'en ai plein. Alors mes passions, j'aime... alors tous ceux qui me connaissent savent que j'aime la cuisine. J'aime la cuisine, j'aime la déguster et j'aime la faire. Au Congo, tu nous cuisinerais quoi déjà? Au Congo, il y a plein de petites choses que je... Excepté le café, qu'est-ce que tu nous proposerais non, à midi? le café, non, c'est pas pour moi. Mais au Congo, il y a plein de choses que je ferais. Bon, vous savez, moi, j'ai grandi à Bakongo. Je suis une fille de Bakongo. Donc, de façon très, 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 très simple, je ferais des safous, du manioc et du poisson salé. Parfait. Voilà. Et puis, je cuisinerais aussi un 3 pièces. Je cuisinerais un bouillon sauvage. Aussi un poulet à la moimbe. Et puis un sakasaka, quand même. Pourquoi pas? Quand même, un sakasaka, quand même. Je pense que tu nous décris là déjà tes passions. Il y en a beaucoup d'autres par la cuisine, parce que bon, j'aime la cuisine, j'aime la musique. Qu'est-ce que tu écoutes?
Alors, j'écoute beaucoup de musique latino-américaine, j'écoute beaucoup de musique cubaine, j'écoute beaucoup de salsa. Alors, j'aime la musique de chez moi, j'aime la musique congolaise La rumba. et comme la rumba. Et comme je suis un peu chauvine, je dis toujours qu'on a la meilleure musique d'Afrique. Parfait. Bon, les autres nationalités diront que c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Moi, je dis qu'on a la meilleure musique d'Afrique, une des meilleures musiques d'Afrique en tout cas. Mais je dois dire que j'ai un vrai lien avec la musique sud-américaine, la salsa colombienne, la salsa cubaine, qui est qui est pas sur le continent sud-américain, qui est dans la Caraïbe, Cuba, mais avec toutes les musiques latines. J'ai un vrai lien. Ne me demandez pas d'où ça vient, pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être mon côté ponténégrin, parce que vous savez qu'à Pointe-Noire, c'est quand même une ville cosmopolite avec beaucoup d'influence. Donc oui, j'aime beaucoup les musiques des îles. J'aime beaucoup les musiques traditionnelles des îles. Donc j'aime le zouk aussi, mais pas que le zouk. J'aime aussi la biguine, j'aime aussi la mazurka. J'aime les musiques traditionnelles antillaises. Et puis j'aime la rumba, bien sûr. Et puis, il y a cette passion que tu as à pouvoir accompagner les artistes congolais, entre autres. On t'a aperçu dans les loges de J'aime l'ING. les artistes. Oui. J'aime les artistes parce que les artistes sont ceux qui, Peignent la réalité. souvent en 2 minutes, 3 minutes, ou parfois moins, arrivent à décrire une émotion collective. Il faut vraiment être artiste pour partager ça. Vous voyez, vous pouvez avoir une chanson, et cette chanson, elle va raconter la société et raconter les sentiments que vous avez pu vous-même avoir, sentiments qui peuvent ou qui pourront avoir été partagés par des milliers d'autres personnes, mais les artistes sont capables de capter ça. Ils sont capables de nous parler de nous, de nous parler de notre société, et aussi de nous ouvrir sur autre chose. J'aime les gens qui créent. Au-delà des chanteurs, j'aime les gens qui créent. J'aime les créateurs d'entreprises aussi, parce qu'ils créent. J'aime les artistes, parce qu'ils créent. J'aime la création. Voilà. Et par-dessus tout, qu'est-ce que tu aimes encore? Tellement de choses, tellement de choses. Alors j'ai dit, j'aime la cuisine, j'aime la musique, j'aime les artistes, j'aime jardiner. Alors j'habite en région parisienne et j'ai pas de jardin, mais j'aime jardiner aussi. Et puis j'aime lire, j'aime danser. Alors je crois que ça c'est sans doute ce que j'aime le plus. J'aime danser. Ouais. Est-ce que tu nous réserves peut-être une écriture, un de ces quatre, des mémoires sur tes belles expériences, tes belles années précédentes? Peut-être. Alors moi, je suis plus quelqu'un de l'oralité. J'ai travaillé pendant toutes ces dernières années en télévision. Et comme je le dis souvent, la télévision, c'est pas de l'écriture comme dans la presse écrite, c'est de l'oralité. C'est votre capacité à vous exprimer bien à l'oral. C'est ça la télévision. Mais la radio, c'est pareil aussi. Donc ce sont des médias de l'oralité. Donc moi, je suis plus quelqu'un de l'oralité que quelqu'un de l'écrit. En tout cas, je le suis devenue par la force des choses. Mais c'est vrai que les écrits restent. Et c'est vrai que les écrits se transmettent plus facilement, sans doute, que l'oralité. Parce que même si aujourd'hui, on trouve plein de choses sur le net, et on peut retrouver les choses dures sur la durée de vie des éléments sur le net est longue. Mais l'écrit a une force, en effet, que peut-être l'oralité n'a pas à ce point, en tout cas. Et que oui, peut-être pour faire de la transmission, qui est aussi quelque chose qui me tient à cœur, oui, peut-être qu'un jour j'écrirai. En parlant de transmission, pour arriver quasiment vers la fin de ce bel échange, comment est-ce que toi, tu conçois la transmission de ton savoir et de ta belle expérience aux générations futures pour les années à venir? Alors d'abord, parler beaucoup avec les jeunes journalistes, et chaque fois jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, en tout cas avec des journalistes de tous horizons. Chaque fois que j'ai été sollicitée pour le faire, je l'ai fait volontiers. Parce que moi aussi, quand j'ai appris mon métier, il a fallu que d'autres journalistes me tendent la main et m'apprennent ce que eux savaient. Donc je ne vois pas pourquoi moi je ne le ferais pas en retour. Donc ça, je le fais volontiers. Et puis sans doute aussi peut-être de l'enseignement, parce que le journalisme est un très beau métier, mais qui demande à être
appris de façon rigoureuse. Pour pouvoir remplir les missions qui sont celles d'un journaliste. C'est un métier qui, pendant très longtemps, a été ouvert à tous, qu'on ait fait d'école ou qu'on n'ait pas fait d'école. Mais il y a quand même des choses à comprendre, à connaître, à savoir. Notamment, donc, comment est-ce qu'on va chercher une information, comment est-ce qu'on traite une information. Voilà, il faut exercer ce métier de façon rigoureuse, être un professionnel de ce qu'on fait. Je crois que quel que soit ce qu'on fait, et quel que soit le métier, il faut toujours s'efforcer de le faire du mieux possible. Voilà, ça c'est un petit peu c'est un peu c'est ce que je pense. Dominique, s'il fallait que tu parles au Congo, qu'est-ce que tu lui dirais? Que ça fait longtemps que je ne suis pas venue au Congo et que je sais que je suis très attendue. Et que récemment, je suis allée dans l'autre Congo en face, à Kinshasa. Et souvent, on m'a dit, mais comment tu es à Kinshasa et tu ne traverses pas Alors, je réponds, mais ça fait plus de 10 ans que je ne suis pas allée au Congo. Donc, je ne vais pas venir au Congo comme ça, en coup de vent. Non. Le Congo mérite mieux que ça, quand même. Donc oui, je sais pas quand je vais repartir au Congo parce que bon, tout ça sort. Vous savez, quand on a des parents qui vivent au Congo, on est appelé à y aller plus souvent. Moi, il se trouve que mes parents ne vivent pas au Congo, donc c'est peut-être aussi ça qui explique que j'y suis pas allée beaucoup ces dernières années. Mais le Congo me manque. Le Congo me manque beaucoup, donc je suis en train de préparer ça et j'ai bien l'intention d'y aller bientôt. Et si tu avais un mot pour la femme africaine? Je peux prendre le temps de réfléchir un peu. On dirait. Mais ce que j'ai envie de dire aux femmes, à toutes les femmes, n'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur d'être différente. Ne vous diminuez jamais. Ne pensez jamais que vous êtes moins qu'un homme, moins que tel ou tel. Cultivez votre singularité et puis soyez indépendante d'esprit d'abord et assumez-vous. Parce que quand vous êtes indépendante, personne ne peut vous réduire à rien du tout. Personne ne peut vous réduire à rien du tout. Quand vous êtes consciente que vous êtes valable par vous-même, personne ne peut vous faire croire le contraire. Voilà. Est-ce que tu reviendrais bien sur ce même fauteuil? Avec plaisir. Avec plaisir. Un dernier mot pour finir. Eh bien, merci beaucoup, Marvin. Alors moi, mon dernier mot, ce serait plutôt une question, parce que j'ai toujours des questions. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, j'aurais envie de savoir qu'est-ce qui m'a poussé de pouvoir t'inviter. Oui, en tout cas, oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie, oui, de me recevoir? Ce qui m'a donné envie de pouvoir te recevoir, je pense que c'est le fait que tu sois un modèle parce que la communication est une passion pour moi. Et comme tu l'as dit tout au long de cet échange, on ne saurait mieux faire les choses si on n'apprend pas. Et on apprend mieux des anciens, de ceux qui nous ont précédés dans ce métier, de ceux qui peuvent nous apprendre également des choses que nous ignorons totalement. J'estime que derrière, il y a l'humanisme que tu as en toi. Parce qu'on peut se dire que c'est une journaliste, tout est carré, elle a une ligne, on lui dit voilà ce qu'il faut faire, mais même lorsqu'on a un aperçu sur ton travail, il y a un humanisme. Et ça, c'est très important. Et il y a le fait que tu sois toujours une parfaite connexion entre ce que nous sommes. Hein. Tu viens de quelque part, et ça, tu le fais savoir toujours. Et puis, tu vas quelque part. Et lorsqu'on sait d'où on vient, je pense qu'on ne se perd jamais de chemin. On sait d'où. On aura toujours l'orientation de sa destination future. Ça, c'est ce que tu fais. Pour nous, je pense que c'est un idéal. Et c'est un honneur d'avoir une consoeur, une compatriote, mais aussi une femme de distinction par-dessus tout. Je ne dirais pas forcément pour cet échange, mais c'est un moment assez solennel. Moi, j'estime.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et tu as dit vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que ça montre, je crois, que tu as compris comment je fonctionnais et quelles étaient les valeurs importantes pour moi. Il y a un mot qui est très important pour moi et qui dit tout. Les gens qui m'écoutent au Congo comprendront. C'est le Chimuntu. Savoir se comporter comme un être humain, comme une bonne personne, comme un être humain envers les autres êtres humains. Voilà, c'est comme ça que mes parents m'ont élevée. Et c'est à l'aune de cela que je juge les gens, si je puis dire. J'ai pas de... je suis pas impressionnée ni par les statuts sociaux, ni par la notoriété des uns et des autres, ni encore moins par la richesse des uns et des autres. Ce ne sont pas des choses qui m'impressionnent. Dans la manière dont j'ai été élevée, dans la manière dont j'ai grandi, ce pas des choses qui m'impressionnent. Mais je suis impressionnée par les gens qui sont vraiment des grandes personnes. Comme on dit, Muntu Ena, c'est quelqu'un. Voilà. C'est ça qui est important pour moi, être quelqu'un. Pas parce qu'on est célèbre, pas parce qu'on a de la notoriété, pas parce qu'on a une position sociale prestigieuse, mais parce qu'on sait se comporter avec les autres. Voilà, Dominique, merci beaucoup pour ce bel échange. Merci Marvin. Qui reste mémorable, notamment. Et je pense que ce ne sera pas le dernier. Elle reviendra, mais laissons le temps à Dominique de pouvoir nous réserver de belles surprises et de nous faire découvrir notamment son projet à venir. Vous qui nous avez suivis, je pense que vous avez compris dans la voix de Dominique des émotions, mais aussi une belle expérience, des défis, des combats et une certaine objectivité vers l'avenir. Il y a du travail, c'est un travail d'éducation et nous ne cessons de le dire, l'éducation, c'est la clé. Nous devons apprendre et nous devons orienter les nôtres, vous qui nous suivez de partout. C'était un café assez particulier parce qu'elle a pris un espresso. Et moi, finalement, c'est un café corsé, un café de l'actualité. Et c'est ce que nous vous réservons de meilleur, chaque jour encore. On se dit à très bientôt. N'hésitez surtout pas de vous abonner et de nous suivre. Au revoir.